Je n'ai jamais piloté de moto, jamais. Si vous me tendez la clé d'une moto, je ne saurais même pas la démarrer ou la conduire. Vous pouvez aimer la musique classique sans pour autant savoir jouer du violon ou du piano. J'ai vraiment commencé à considérer la moto comme quelque chose d'émotionnel quand j'ai réalisé l'histoire qu'elle renferme. La ville de Bologne était autrefois appelée la ville savante. Parmi ses solides fondations, la plus ancienne université d'Europe, construite en 1088, est toujours existante près de 1000 ans plus tard. Ainsi, ce n'est pas un hasard si cette ville est le berceau d'un physicien qui a changé le monde. Guglielmo Marconi, ensemble avec Nikola Tesla, est l'un des pères de la transmission radio. Aujourd'hui, les jeunes générations admirent des personnes comme Steve Jobs ou Zuckerberg et d'autres personnes qui auraient soi-disant changé le monde. Mais Marconi, lui, a vraiment changé le monde. Né à Bologne en 1874, Marconi est universellement reconnu comme le père de la radio longue distance, inspiré, entre autres, par les travaux de Nikola Tesla. Essayez d'imaginer comment les gens communiquaient avant Marconi. Les nouvelles, vous pouviez les lire dans le journal. Le téléphone était à peine répandu et ne fonctionnait pas très bien avant les avancées de Marconi. Il y avait le télégraphe et surtout le courrier. La radio a accéléré le monde très rapidement. Cette figure scientifique inspira la jeunesse italienne comme un symbole de réussite, jusqu'à toucher un jeune adolescent, Adriano Ducati, et ses frères, Bruno et Marcello, les trois fils d'un ingénieur italien. Les frères Ducati étaient des rêveurs. C'est très simple. Vous avez trois jeunes hommes et un en particulier qui était scientifique, Adriano. C'était un vrai génie. Adriano a réalisé ses premières expérimentations à l'âge de 20 ans et a été récompensé comme chevalier de la couronne italienne à 21 ans. Ce titre honorifique, Adriano l'obtient suite à une expérience qu'il réalise en 1924. La première transmission radio transatlantique entre l'Italie et les USA, et ce, à seulement 20 ans. Suite à ce succès, les frères Ducati se spécialisent dans les condensateurs électriques pour transmetteurs radio. La Società Scientifica Radio Brevetti Ducati est établie en 1926. Quelques années plus tard, l'entreprise diversifie ses activités et fabriquera des rasoirs électriques, des calculatrices et même des appareils photo. Optique, acoustique, mécanique, les tentacules de la SSR s'allongent sans que rien ne semble pouvoir les stopper. La première adresse était un atelier au centre de Bologne, avec 2 travailleurs et une secrétaire. En 1936, quand l'usine dans laquelle nous sommes aujourd'hui était totalement fonctionnelle, on comptait 4000 travailleurs. Donc, en 10 ans, ils sont passés de 2 à 4000. Il doit bien y avoir une raison à ça. Ducati est devenue en quelques années une entreprise majeure pour Bologne et sa région. L'usine est une ville dans la ville et les employés disposent de services novateurs pour l'époque. Crèche, équipe sportive, une vie sociale et professionnelle puissante se crée grâce à l'avance technologique de Ducati. Guglielmo Marconi lui-même a visité la SSR Ducati. Impressionné, il remet à ses hôtes une photographie signée qui est encore conservée aujourd'hui. Ultime honneur avant un changement radical dans l'histoire de la marque.
À cette période, l'Italie se développe à une vitesse phénoménale. Ducati fait partie de cette vitrine de puissance, relayée par le régime fasciste en place. La SSR Ducati profite de l'élan offert par Mussolini. Notre savoir-faire va démontrer le génie et la puissance de notre nation aux yeux du monde. Sous le gouvernement fasciste, tout a été fait pour améliorer et répandre ce qu'on peut appeler les médias de masse. Ils ont créé Cinecittà, qui était la première cité du cinéma, qui ressemblait au studio Paramount à Rome. Des choses plutôt intelligentes ont été faites, sans doute dans un objectif stratégique. Puis, la guerre est arrivée. Et vous savez, quand vous avez affaire à un dictateur comme Mussolini et le fascisme, vous ne pouvez pas dire « non merci, je ne suis pas intéressé ». Les frères Ducati ont été forcés à changer leur production du civil au militaire. Quand la Seconde Guerre mondiale est déclarée, l'Italie se range du côté de l'Allemagne nazie, avec qui elle entretenait depuis plusieurs années des liens étroits et une vision commune et obscure. En pleine guerre, la puissante société est alors employée par l'armée allemande à des objectifs de guerre. Convertie en usine de munitions, elle produit fusées et projectiles. Le 3 septembre 1943, un armistice secret est signé entre l'Italie et les Alliés. 6 jours plus tard, le 9 septembre, 20 chars d'assaut allemands encerclent les bâtiments Ducati. Leur but, mettre la main sur 4000 machines pour les rapatrier en Allemagne. Les frères Ducati et leurs ouvriers, en résistance, tentent de mettre à l'abri des Allemands un maximum d'outillage et de matériel radiophonique. Malheureusement, cet effort sera vain. L'usine a été bombardée en 1944 par l'aviation des forces alliées, précisément le 12 octobre 1944, parce qu'il visait toutes les usines qui pouvaient fournir du matériel et de l'armement à l'armée allemande. À 13h, l'opération Pancake est lancée. L'aviation américaine fonce sur Bologne pour détruire les cibles stratégiques dont Ducati fait partie. Essuyant 25 bombes, les 30 000 mètres carrés de l'usine sont rasés. « 80% de l'usine est réduite en poussière. La société Scientifica Brevetti Ducati est anéantie. Inventé en partant de zéro. C'était comme si un immense tremblement de terre avait détruit l'Italie, de la Sicile jusqu'aux Alpes. Alors, comment faire ça? La première action était de recycler ce que la guerre avait laissé derrière elle. Alors, ils ont utilisé des chalumeaux de découpe pour démanteler les tanks, démanteler tout ce que la guerre avait laissé pour le recycler. L'acier, l'aluminium, pour relancer la production de voitures et de motos. Au sortir de la guerre, la priorité n'est plus aux appareils électroniques. Les premières activités de Ducati ne suffisent plus pour les 10 000 travailleurs. Il fallait trouver de nouveaux débouchés. Les besoins en transport individuel peu onéreux s'accroissent. Il n'y avait plus d'usines, plus de rails, il n'y avait plus de routes. On doit renaître des cendres de la guerre. La mobilité individuelle avait disparu. Les voitures, les motos ont été volées, détruites ou confisquées. Les frères Ducati doivent migrer. Ils étaient passés à 2 doigts du peloton d'exécution en 1944, récupérés in extremis par les services secrets américains, conscients du génie de la fratrie. Adriano Ducati rejoindra même quelques années plus tard la NASA sur le programme spatial Apollo. Les frères Ducati partis,
l'État nationalise l'entreprise. Ducati entame sa reconstruction. Les locaux bombardés renaissent de leurs cendres. Le gouvernement crée un partenariat entre Ducati et la SIATA, société italienne des applications techniques d'automobile et d'aviation. La SIATA était une compagnie qui produisait des composants pour les voitures et les motos situées à Turin. Début 1935, avant la guerre, ils ont développé un moteur qui pouvait être utile à la production post-guerre, parce qu'ils pensaient que la guerre ne serait pas longue. La SIATA avait créé un moteur auxiliaire à installer sur des vélos, mais n'avait ni les machines ni le personnel pour fabriquer en masse cette solution de mobilité. C'est là que le savoir-faire de Ducati entre en jeu. Avec ses machines de précision et sa main-d'œuvre qualifiée, l'usine va produire ce moteur accessible à tous à grande échelle et sa popularité va remettre le pays en mouvement. Le Ducati Cucciolo est lancé. Ce nom, qui veut dire chiot, fait écho au son émis par ce petit engin à moteur rappelant le grognement d'un chiot. Ce monocylindre 4 temps développe 1,5 chevaux et ne consomme qu'1 litre au 100 km, une sobriété appréciable en ces temps de pénurie. Avec une vitesse maximale de 50 km/h, le Cucciolo conquit rapidement le marché. 60 000 étaient en circulation en 1949, soit 50% de la production nationale de vélos à moteur. Le succès est mondial. On en voit même aux États-Unis. Cette période correspond aussi à la montée en puissance d'un sport mécanique, la course moto. Le sport moto devient très populaire dans les années 50 et globalement, tout ce qui a 2 roues et un moteur devient un destrier de course. On voit notamment le Cucciolo, parmi d'autres vélos à moteur, s'illustrer dans des courses locales. Petit à petit, les concessionnaires commencent à améliorer ces machines, notamment un, Nardi en Italie, qui est très connu. Alors finalement, cette partie cycle de vélo commence à s'améliorer petit à petit. On met des suspensions plus performantes, des plus gros freins, un guidon plus court, et finalement, à force, le Cucciolo commence à ressembler à une moto. Si le Cucciolo était le premier véhicule à moteur du constructeur, la Ducati 60 en est la première véritable moto. Elle reprend la base moteur optimisée du Cucciolo, dont l'aura participe à son succès commercial. La cylindrée augmentera avec le temps. Mais pendant que Ducati se lance dans la moto, une autre tendance arrive sur le marché. La vague des scooters avait commencé avec Vespa et Lambretta, qui rencontraient un énorme succès. En 1951, sur le million de 2 roues circulant en Italie, la moitié étaient des motos et scooters de moins de 125 cm3. Ducati tente de s'engager sur le créneau du scooter en 1952 avec le Cruiser. Le Cruiser était un scooter très étrange, mais très sophistiqué. Il a été dessiné par Ghia, un designer de voitures. Il avait un démarreur électrique, des clignotants, une transmission automatique comme les scooters actuels que vous pouvez acheter aujourd'hui. Mais il était trop complexe pour son époque. Un échec commercial total. On n'en a produit pas plus de 2000. Alors, Ducati abandonne les 2 roues utilitaires et décide de se concentrer sur la moto et notamment sur la course. L'outil de communication le plus puissant de l'époque qui rameute les foules et érige les vainqueurs au rang de héros. Les gestionnaires de Ducati, pour certains proches du Vatican, organisent des séances de bénédiction. Des images fortes pour rassembler les masses autour de ces objectifs de victoire. Mais pour ça, il faut encore une chose, un ingénieur de talent. En 1951, Giuseppe Montano, gérant industriel de talent,
passionné de moto, est choisi par l'État pour redresser Ducati. Malgré les succès commerciaux de ces petites motos, l'entreprise est en situation financière critique et les charges coulent lentement l'immense affaire. Montano savait qu'à cette époque, la course, ça restait la meilleure manière de se faire une bonne publicité. Mais il fallait réussir à gagner ses courses avec très peu de moyens. Et pour ça, il va chercher Fabio Taglioni. Taglioni était un ingénieur de talent qui travaillait à l'époque pour la marque mondiale. Mais il s'était fâché avec cette marque suite à leur titre de champion du monde en 1951. Pour moi, il était considéré comme un génie, parce qu'il a développé des produits qui n'existaient pas à l'époque, et toujours avec très peu de moyens. Rappelons-nous que lorsque Taglioni a rejoint Ducati, l'usine n'était pas du tout en bonne santé financière. Au début, Taglioni a même travaillé gratuitement pour Ducati. La mission de Taglioni est de réaliser une machine capable de bien figurer en course. Taglioni conçut la première moto. Sa première moto était la Ducati Mariana. C'était une moto de course qui était d'entrée de jeu performante. Et ses succès, Montano ne va pas les chercher très loin. Depuis 1953, une course nationale légendaire prend son départ à quelques centaines de mètres de l'usine italienne, à Bologne. Le MotoGiro, une épreuve d'endurance multi-étapes de plusieurs milliers de kilomètres. Pour démontrer les performances des motos de Taglioni, Montano engage les Ducati au MotoGiro dès avril 1955. Une vraie équipe officielle est constituée. Assistance, mécaniciens, ravitailleurs vont tout faire pour mener les Ducati au travers de cette épreuve de 9 étapes sur 3438 km. Les pilotes Ducati portent des casques blancs aux rayures rouges pour être reconnus par le public. Ma a vantaggio di Degliantoni, un altro ducatista non meno spericolato di lui. Il trionfo della marca bolognese sarà completo e oltre alla vittoria totalitaria della sua categoria, coi primi tre supererà la media del migliore. Nous avons gagné le MotoGiro en 1956 au classement général. En 1955, on a gagné en catégorie 100 cm3 avec la Mariana. Cette moto était victorieuse dès ses premiers tours de roue. Le succès immédiat de cette première moto signée Taglioni assoit la confiance de Montano. Grâce à cela, l'ingénieur va pouvoir développer son sujet de thèse de doctorat alors qu'il était encore étudiant, le système de distribution desmodromique. Fabio Taglioni n'avait pas de secret. Ce n'était pas un nécromancien. Taglioni était intelligent et écoutait attentivement ce qui se passait autour de lui dans le monde des sports mécaniques. Et ce monde qui l'entoure compte parmi lui des personnalités comme Enzo Ferrari. Ensemble, il leur arrivait d'échanger à propos de moteurs, en passionné et génie. Enzo mentionne les moteurs Mercedes qui mettent à mal ces Ferrari. Leur secret, un système de distribution qui rend les moteurs plus fiables, même à des régimes de rotation très élevés. Le Desmo, officiellement, a été conçu à l'époque où la qualité de l'acier et des ressorts de rappel de soupape était médiocre. Le moteur se bloquait et explosait à cause des ressorts qui cassaient. Les Allemands, les ingénieurs de Mercedes avaient réalisé ça. Alors peut-être que leur voiture n'était pas aussi puissante que les Ferrari, mais leur moteur était beaucoup plus résistant. Et quand vous avez affaire à un moteur de course, vous devez pouvoir compter dessus. Taglioni saisit l'idée et crée le système desmodromique chez Ducati, permettant ainsi de prendre des régimes moteurs beaucoup plus élevés qu'avec les distributions conventionnelles. Le terme desmodromique veut dire mouvement contrôlé. La force de ce système consiste en un contrôle absolu du mouvement des soupapes. Ceci empêche mécaniquement ces dernières de rentrer en contact avec le piston. Grâce à ça, on peut drastiquement augmenter les régimes de rotation du moteur et donc augmenter sa puissance. Et la première Ducati équipée du système desmodromique est la 125 Trialbero en 1956. Très fiable,
La distribution faisait une saison entière sans problème. Ce moteur particulier avec 3 arbres à cam en tête développait 19 chevaux à 13 000 tours minute et supportait 14 000 tours si besoin. Une vitesse de rotation moteur astronomique. La particularité des motos italiennes, c'est que c'était légère et maniable, et évidemment la 125 Ducati encore plus. Maintenant, c'est Ducati qui innove. Donc, avec le Desmodromic notamment. Elle pouvait aller jusqu'à 13 ou 13 500 tours. Moi, je sais que j'aimais dépasser 12 500 avec, mais c'était beaucoup pour l'époque. Hein. Les montées en régime comme ça, pour les pilotes, mais je suppose pour tout le monde, c'est assez jouissif. Hein. Ça avait un bruit superbe. Voilà, ça je sais. Très vite, cette moto va empiler les succès, battant les meilleurs constructeurs. Degli, Luigi Taveri, Spaggiari, Farnet sont quelques noms parmi les nombreux pilotes à s'illustrer aux commandes de cette moto. Toujours sous l'œil attentif de Fabio Taglioni. L'ingénieur entretenait des rapports très étroits avec les pilotes et se liait d'amitié avec eux. Comme avec Franco Farnet, grand pilote qui participait grandement au développement des Ducati avec Taglioni. Giancarlo, le fils de Franco Farnet, se souvient de cette amitié profonde qui liait son père à l'ingénieur et en quoi cette complicité faisait progresser le développement des machines. Quand mon père avait des problèmes avec ses motos de course et qu'il cherchait des solutions, il les exposait à l'ingénieur Taglioni et celui-ci lui disait que ce soit bon ou pas, il faut toujours tout essayer. Trompe-toi, mais trompe-toi avec conviction. C'est-à-dire, résous ce problème pour comprendre les raisons de ce problème. Grâce à Taglioni et Montano, la marque est définitivement lancée et reconnue comme la performance italienne sur 2 roues. Affichant fièrement un cheval noir cabré sur ses carénages, qui lui vaudra même la légende d'être associé à Ferrari. Taglioni, lorsqu'il a développé sa toute première moto de course, a posé un cheval noir, cabré, sur son réservoir, qui ressemble beaucoup au logo Ferrari. Mais il n'a rien à voir avec Ferrari. C'était un hommage personnel à Francesco Baracca. Francesco Baracca était un officier de la cavalerie italienne et un aviateur de la Première Guerre mondiale. Il remporte de nombreux combats aériens durant le conflit avant d'être abattu en vol en juin 1918. Il avait décoré son avion avec un cheval noir cabré, emblème de son unité de cavalerie. Depuis, de nombreux hommages lui sont rendus. La mère de Baracca, alors proche d'Enzo Ferrari, accepte qu'il appose le cheval cabré sur ses voitures, qui devient alors le logo officiel de la marque. Devenu un symbole d'héroïsme italien, le cheval cabré va arborer les carénages de quelques Ducati de course. Ducati, dans les premières années de collaboration avec Taglioni, est devenue une marque incroyable. La recherche, les succès et les victoires ont rendu Ducati très populaire. Mais Ducati ne peut pas seulement être une écurie de course réputée. Il fallait aussi développer de nouveaux modèles. Alors, comment rendre la marque encore plus connue dans le monde entier ? Nous sommes en 1960. L'Italie n'est plus celle de l'après-guerre. Elle est reconstruite tout comme l'industrie du transport. Le marché de la voiture redevient accessible aux foyers moyens et les Italiens délaissent peu à peu la moto au profit des citadines économiques. Malgré cette notoriété acquise en course, Ducati arrête la compétition. Tout simplement parce que tous ces succès ne suffisent pas à faire vendre des motos. Je crois que dans les années 60, Ducati vendait moins de 6000 exemplaires par an dans le monde entier. La moto n'est plus ce moyen de transport populaire qu'il a été 10 ans auparavant. Le salut pour toutes les marques moto à cette époque vient des États-Unis, parce que c'est le plus gros marché du monde. Et pour Ducati, c'était déjà dans les années 60, 85% de ses ventes. Le vaste continent affectionne particulièrement les motos de tout-terrain et ce constat encourage la marque italienne à développer une Ducati adaptée à la terre.
C'était la période où, depuis les États-Unis, nous avons reçu en Europe la tendance Flower Power, la musique pop, psychédélique, un nouveau vent, une impulsion venue des États-Unis. Dans ce contexte sociétal, la première Ducati Scrambler est créée. Une moto légère, adaptée à la route et à la terre, et particulièrement colorée. Elle se vend très bien aux USA parce qu'elle correspond à l'esprit d'évasion qui régnait alors dans ce grand pays. Mais le marché américain en veut plus. Les grandes routes et les distances immenses parcourues dans le pays nécessitent des gros moteurs. Ducati comprend à la fin, dans les années 60, qu'il lui faut monter en cylindrée. Taglioni va créer une moto gigantesque en 1963, l'Apollo. Un énorme 4 cylindres en V de 1300 cm3, du jamais vu chez Ducati, qui jusqu'alors n'avait réalisé que des petits bicylindres au mieux. C'est comme demander à une personne qui a 10 enfants lequel est le plus laid. On ne peut pas répondre à ça. Alors ce n'est pas facile à juger, mais je crois qu'elle était appropriée pour son marché et en accord avec son temps. Bien sûr, la moto est grosse, le moteur est immense, mais je crois qu'à ce moment, ce design était cohérent. Trop lourde, mal conçue et dangereuse à piloter, l'Apollo est restée à l'état de prototype. Cette situation, qui avait mobilisé beaucoup de moyens et la baisse des ventes de motos, conduisent Montano à la porte en 1969. Mais ces efforts ne seront pas totalement vains et l'étrange création de Taglioni va être une source d'inspiration cruciale pour l'avenir de la marque. L'Italie connaît une forte expansion économique entre 1950 et 1965. Fiat et Piaggio cristallisent cette réussite. Le constructeur auto passe de 700 000 unités produites en 1955 à 10 millions 10 ans plus tard. Piaggio vend 3,5 millions de scooters entre 1950 et 1965. Mais Ducati ne fait pas partie de cette fête-là. Ils vendent toujours pas de motos et en plus, on voit débarquer dans les salons du monde entier une horde de motos japonaises, plus performantes, plus fiables. Surtout Honda, avec la fameuse 750 four et son gros 4 cylindres en ligne. Ducati n'avait rien dans les cartons à ce moment-là. Rien, à part le projet mort-né de l'Apollo, finalement. La nouvelle direction de Ducati demande à Taglioni de développer un gros moteur d'une cylindrée comparable à la Honda, encore une fois avec très peu de moyens. Si on coupe le moteur 4 cylindres en V de l'Apollo en deux, on obtient un bicylindre en V. C'est donc par un souci d'économie, suite à une tentative américaine ratée et pour faire face à la concurrence japonaise, que le moteur le plus mythique de l'histoire de Ducati voit le jour, le bicylindre à 90 degrés. La Ducati 750 GT, le premier bicylindre en V de l'histoire du constructeur, voit le jour en 1971. Dans un souci d'économie, il ne dispose pas de la distribution desmodromique, mais d'un mécanisme classique avec ressort de rappel de soupape. Les essais du prototype sont concluants, la moto est bien née. Maintenant, il faut la faire connaître du grand public, et une opportunité se présente totalement par hasard grâce à un homme, Francesco Costa. Ce docteur en agriculture et passionné de sport mécanique s'inspire de la mythique course américaine des 200 miles de Daytona, une compétition qui oppose des motos dérivées de la grande série. Costa veut créer un événement identique en Europe, à Imola, en Italie. Mais il faut remplir la grille. Ducati a été contacté par Costa. Pourquoi ne venez-vous pas nous rejoindre? Vous avez gagné plusieurs fois le MotoGiro. Vous devriez venir rouler à Imola. À ce moment, on réalise que quelque chose peut être tenté. Prendre la 750 GT et la transformer en moto de course, en ajoutant un carénage et surtout une culasse desmodromique. L'équipe n'a que 3 semaines pour transformer les motos de série en machines de course.
Taglioni équipe les 750 GT du système desmodromique pour leur donner plus de régime moteur. Malgré tout ce travail, sur le papier, l'équipe Ducati n'a aucune chance. Ils vont affronter le meilleur pilote de l'histoire, Giacomo Agostini, surnommé le Roi Ago, la star de l'écurie MV Agusta, qui fabrique les motos italiennes les plus performantes du moment. Il y avait un seul nom qui était très largement au-dessus des autres à cette époque. Giacomo Agostini et MV Agusta. Ils étaient considérés impossibles à battre. Mais quand MV Agusta décide de s'engager à Imola, il réalise qu'il n'avait pas de moto de série très adaptée à cette course. MV Agusta avait d'excellentes motos de Grand Prix qui sont des prototypes, mais pas une moto de série capable d'être très rapide. Et cette nouvelle course copie les codes américains, impose aux participants des motos dérivées de la série. Pour autant, MV Agusta pense que son roi peut gagner. Les 4 Ducati engagés prennent un bon départ et collent au basque de la MV Agusta frappée du numéro 1. À la surprise générale, les moteurs de Taglioni et le talent du pilote britannique Paul Smart finissent par dépasser Agostini. Mais la course est longue et après avoir perdu quelques places, Agostini remonte sur le groupe de tête. Je me souviens, pendant la course, je n'étais pas premier, mais j'étais 4e, 5e. Mais toujours, j'étais plus vite. Chaque tour, j'allais plus vite. Mais je pensais dans ma tête, je dis, aujourd'hui, à la moitié de la course, je dis, aujourd'hui, je vais gagner. La dure loi des sports mécaniques décide d'une autre fin. La MV Agusta quitte la course et rentre au stand sans explication. Mais un problème mécanique, je me suis arrêté et Ducati il a gagné. C'est Ducati qui l'a gagné, c'est Paul Smart qui l'a gagné, alors il faut lever le chapeau. Depuis ce jour, Ducati et Paul Smart rentrent dans la légende comme des héros de la marque. Cette victoire est devenue une des plus importantes de notre histoire, parce que ça n'arrivait pas souvent de battre la figure la plus imposante et réputée du monde motocycliste à cette époque. Le circuit d'Imola cristallise à jamais le jour où Ducati a réalisé l'impossible. Un lieu culte où l'on trouve encore aujourd'hui collectionneurs et amateurs de la marque, pour réveiller les mécaniques d'époque qui ont fait cette histoire. La victoire d'Imola est probablement une des plus inattendues. Un pilier dans l'histoire de la compétition pour Ducati. Les années 70 cumulent les succès sportifs à travers le monde pour la marque. Le pilote anglais Mike Hailwood fera grandir d'autant plus la réputation du constructeur avec de nombreuses victoires, dont celle du Tourist Trophy, la course la plus difficile du monde. Mais cette aura ne suffira pas à sauver la marque du précipice qui l'attend. De la fin des années 1960 au début des années 1980, l'Italie est confrontée à une violence politique exceptionnelle, appelée les années de plomb. Des grèves ouvrières secouent l'industrie et des groupes terroristes d'extrême droite et d'extrême gauche se créent. Communistes et néofascistes réalisent alors une succession de carnages, causant plus de 360 morts en 10 ans. L'un des plus sanglants, c'est l'attentat à la bombe de la gare de Bologne le 2 août 1980, causant 85 victimes. Dans cette crise politique et financière, l'usine italienne peine à sortir quelques milliers de motos par an. L'État, toujours propriétaire de Ducati depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, veut se débarrasser de ce fardeau industriel.
Ducati n'était pas dans une bonne situation, parce que le gouvernement italien n'a jamais cru dans le potentiel de la marque. Pour sauver la face, on communiquait sur des chiffres de vente énormes. Mais c'était faux. En 1984, on n'avait pas produit plus de 1750 motos. Ces résultats commerciaux désastreux n'ont pas détourné l'attention des frères Castiglioni, à la tête du groupe Cagiva, un constructeur italien créé en 1950 qui produisait entre autres des motos de course. Claudio et Gianfranco étaient davantage focalisés par le potentiel de l'entreprise d'État, voyant là une occasion d'acheter une image plus qu'un résultat. En 1985, pour la première fois de son histoire, Ducati va rejoindre un groupe privé qui va investir, mettre plus de moyens dans la production, améliorer les châssis de Taglioni. D'ailleurs, cet homme va quitter l'entreprise à peu près à la même période. Après 30 ans de carrière chez Ducati, Taglioni a mené plus d'1 millier de projets. Et son dernier cadeau à la marque, c'est le fameux cadre treillis tubulaire en acier qui permet une rigidité optimale et un encombrement minimal. Ce cadre, le bicylindre en V et la distribution desmodromique étaient les 3 piliers techniques de l'histoire de Ducati. Les frères Castiglioni n'avaient plus qu'à mettre tout ça dans une moto et qu'elle se vende. Et quelques années plus tard, en 1993, Ducati va produire la M900, baptisée Mostro en italien et Monster pour le reste du monde, avant d'adopter ce nom universellement. Miguel Galuzzi, le designer de cette machine, avait utilisé des pièces de différentes motos existantes, les assemblant en prenant soin de sublimer chaque pièce mécanique et la simplifiant à la fois pour afficher un design brut, sans savoir que ce roadster allait devenir un futur best-seller. Quand j'ai aperçu la Monster pour la première fois, j'ai dit « Waouh, quel bip de moto !» Elle était très simple, pas de refroidissement liquide, pas de radiateur, un design très simple. Très marquée, différente des autres. Et je me suis dit que Ducati a fait preuve de beaucoup de courage, qu'il était extrêmement courageux en lançant cette machine sur le marché. Galuzzi avait donc monté cette moto avec les pièces qu'il avait sur l'étagère, en gros. Ducati avait des moteurs plus performants de disponibles, mais ils étaient beaucoup trop chers. Et en faisant le choix du moteur à air, moins cher, Galuzzi a malgré lui fait le choix aussi d'un moteur plus coupleux à mi-régime et plus adapté à la route. Ce moteur était plus fun, plus vivant et ça rendait la moto beaucoup plus ludique à piloter. Le premier client historique de cette œuvre n'est autre que Ayrton Senna, proche de Claudio Castiglioni et qui affectionnait particulièrement les Ducati. Mais ce n'était que le premier d'une immense liste d'amateurs du roadster. En 30 ans de carrière, la Monster a conquis plus de 350 000 motards. C'est elle qui a rassemblé une communauté autour de la marque, ce qu'aucune machine n'avait réussi à réaliser dans l'histoire du constructeur italien. C'est aujourd'hui encore une machine importante qui continue d'évoluer avec son temps. C'était une période durant laquelle les frères Castiglioni avaient une énorme confiance dans la marque. Il y avait une envie de renouveau, d'un nouveau style. C'était un nouvel âge qui a introduit une vraie figure, Massimo Tamburini. Massimo Tamburini est un designer et ingénieur italien recruté par les frères Castiglioni. Il va créer une moto qui va marquer l'histoire du constructeur. Tamburini a mis 7 ans pour terminer cette moto. 7 ans pour peaufiner la moto, la carrosserie. Quand il voulait ajouter plus de détails, plus de perfection, il avait pris l'habitude de piloter le prototype sous la pluie. Et quand il revenait, il appelait son équipe pour observer comment l'eau s'écoulait avec la vitesse le long des carénages. En 1994, la mythique 916 voit le jour. Une sportive de 916 cm3, 109 chevaux pour 195 kg et une ligne unique au monde.
La 916, c'était un choc. Parce que si vous comparez cette moto à cette époque, à ses concurrentes, c'était totalement autre chose. La moto semblait faire la moitié de la taille de ses concurrentes en termes de dimension, de proportion. C'était un choc. La 916 était une moto incroyable. Certains disent que c'est la meilleure moto conçue ces 50 dernières années. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour sûr, c'est un coup de maître dans l'industrie moto. La 916 est plus qu'un produit, plus qu'une moto. C'était quelque chose d'inimaginable dans les années 90. Son gabarit ultra compact, sa ligne d'échappement sous la selle libérant une jante arrière au design soigné, ses formes singulières, autant de détails qui lui valent le statut de plus belle création de l'histoire de la moto. C'est la résultante d'une capacité d'écoute et d'adaptation de Tamburini. Je pense que les directeurs de design les plus brillants sont ceux capables, disons, d'écouter et d'adopter les différentes idées de leurs collaborateurs. Et je crois que Massimo était un des meilleurs à cet exercice. Sentir quand une idée est brillante et la développer. Tout comme l'ingénieur Fabio Taglioni en son temps, Massimo Tamburini avait l'intelligence d'observer et d'écouter ce qui se passe autour de lui. Et ses filles se souviennent avec une grande clarté de ce talent subtil mais essentiel. Il était extrêmement perfectionniste. Il cherchait toujours la perfection et s'améliorait. Chaque travail était donc fait, refait, révisé, modifié, réévalué, repensé. Et tous les collaborateurs étaient interrogés, consultés, écoutés. Et les bonnes idées étaient collectées et appliquées. Il disait toujours « Le résultat du succès de ma moto n'est pas seulement mon mérite, mais c'est le mérite de toute mon équipe. » Claudio Castiglioni, par exemple, c'était un frère absolument. Castiglioni lui disait « Massimo, tu dois me sortir une moto sublime, magnifique, parce que sinon, toi et moi, on va finir sur le trottoir et on devra aller laver les vitres pour gagner nos vies. » Massimo Tamburini est parti le 6 avril 2014, emporté par une longue maladie. Il laissera derrière lui le visage d'un des designers les plus talentueux de tous les temps. En 15 ans, les Castiglioni ont donné à Ducati plus de force, d'ampleur et de notoriété. Leur période a non seulement donné naissance à deux motos iconiques et intemporelles, mais elle a aussi assis la performance des Ducati, avec des multiples victoires en championnat du monde Superbike. Mais l'ambition du constructeur va aller bien au-delà. En parallèle des machines de course et de l'investissement colossal en compétition, les 20 dernières années ont été le berceau d'un nombre important de nouvelles motos qui sortent des traditionnelles sportives italiennes. L'Hypermotard, une moto légère et joueuse. La Multistrada, un trail routier polyvalent. On voit aussi arriver la gamme Sport Classique qui rend hommage au design d'antan, mais aussi aux héros du passé, comme Paul Smart ou encore Mike Elwood. Même la Scrambler apparue dans les années 60 refait surface dans une version moderne. Il y a eu une révolution pendant les derniers 20 ans qui a permis à Ducati d'être quelque chose de plus qu'un brand, mais d'être une référence pour tout. Ça a été dur parce qu'on a dû bâtir une crédibilité qui peut-être dans les temps elle était un peu perdue. Aujourd'hui, l'entreprise italienne n'a plus la même envergure. Elle détient une armée d'ingénieurs bien plus que la normale. Le chiffre exact est confidentiel. Uniquement dans le département course? Oui. Alors il s'agit, disons, d'une information confidentielle. Notre CEO est un ingénieur, je suis moi-même ingénieur, le directeur du bureau de design est un ingénieur, le directeur marketing est un ingénieur. On a des ingénieurs partout. Nous savons précisément répondre. Mais si je vous le dis, je devrais vous tuer. Parce que c'est interdit par la loi. C'est mieux qu'on ne vous dévoile pas cette information.
Mon opinion personnelle, si vous voulez la voir, c'est que nous ne sommes pas, et de loin, le constructeur avec le plus d'ingénieurs. Ce que je peux dire, c'est qu'on est largement dans la moyenne. Ce recrutement massif d'ingénieurs commence au début des années 2000. C'est à ce moment que les Castiglioni vendent Ducati à Texas Pacific Group. Et ce groupe américain ambitieux donne beaucoup de moyens à l'entreprise italienne. Elle se développe à très grande vitesse. Oui, Texas Pacific Group, c'est sûr qu'il a donné l'oxygène pour partir. L'oxygène, la motivation et le risque, ça a été d'être en de marque de l'histoire du passé. Mais ils sont tombés amoureux du Ducati et ça a fait la différence. Ce nouveau groupe donne de l'élan à l'équipe italienne. Pour marquer ce changement, l'usine décide de confronter ses ingénieurs à ceux des plus grands constructeurs. Pour ça, en 2003, il s'engage dans le championnat le plus difficile et prestigieux du monde, le MotoGP. Ducati va développer un tout nouveau moteur. Toujours avec la distribution desmodromique, mais avec 2 cylindres supplémentaires pour gagner la puissance qu'il manque sur le bicylindre afin d'être compétitif. Le 4 cylindres en V voit le jour et va équiper la Desmosedici GP. C'était une histoire incroyable, parce qu'on était sur le podium dès nos débuts à la première course. C'était un aboutissement fabuleux. On a eu la pole position à la 3e course et nous avons remporté notre premier Grand Prix à la 6e épreuve. C'était réellement une success story incroyable. Le sacre de l'écurie italienne arrive en 2007 quand le pilote australien Casey Stoner est titré champion du monde MotoGP sur Ducati. Dans sa lancée conquérante, la team italienne s'octroie les services d'un des plus grands pilotes de tous les temps, Valentino Rossi, 9 fois champion du monde. Mais ce coup de com' n'aura pas les résultats attendus. Pourquoi les pilotes ils arrivent pas vraiment à s'adapter ou tous à s'adapter sur la Ducati? C'est dur à dire. Pour le cas de Valentino, je dirais que tellement habitué aux âmes japonaises justement, à une moto assez conciliante et avec lesquelles on peut faire de choses grandioses. Valentino il a besoin de tout contrôler et à mon avis il n'avait pas ce feeling là et c'est pour ça qu'il a quand même beaucoup chuté, donc ça ne veut pas dire qu'il n'essayait pas. Mais à mon avis, ça a bloqué là-dessus. La moto italienne de Grand Prix est la plus puissante du plateau, mais aussi, par conséquent, la plus difficile à dompter. Après, il y a une grosse part, à mon avis, du mental qui, pour ma part, quand je suis arrivé chez Ducati, c'était mon opportunité de rebondir et donc j'avais beaucoup plus les crocs parce que moi c'était si j'y arrive pas, ma carrière s'arrête. Johann Zarco est l'un des rares pilotes à s'être adapté aussi vite à la moto de Grand Prix. Régulièrement honoré du titre de meilleur pilote indépendant et recordman de la vitesse maximale en 2021 avec 362,4 km/h. En dehors du championnat, il s'exerce à bord d'une moto de série de la marque pour parfaire ses sensations. Les changements qui ont dû se faire dans mon pilotage, c'est de réussir à prendre de la sensation sur le train avant. Parce qu'il a des capacités que même moi, dans mes repères, en ayant été même champion du monde de moto 2 fois les années précédentes, eh bien, mes repères ne suffisent pas pour exploiter la moto. Avec les années, les nouvelles conceptions de Ducati deviennent plus sophistiquées, plus technologiques. On voit le 4 cylindres en V développé en Grand Prix débarquer sur les motos de série, et notamment les sportives ultimes du constructeur, délaissant le traditionnel bicylindre. On voit aussi arriver les ailerons aérodynamiques introduits par Ducati en Grand Prix sur les machines de série. Les châssis ne sont plus en acier comme c'était traditionnellement le cas, mais en aluminium, en carbone et parfois même en titane. Cette surenchère de technologie atteint les motos plus routières destinées au grand public, parmi lesquelles on compte la nouvelle Multistrada
ou encore le Roadster Street Fighter. C'est une société avec beaucoup d'ingénieurs. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas seulement avec les ingénieurs qu'il peut faire une société comme ça. Et ce n'est pas seulement avec les ingénieurs que tu peux garder la crédibilité et l'image de Ducati. En 30 ans, Ducati est passé de quelques milliers de motos vendues dans le monde à presque 60 000. L'époque de la production artisanale est révolue. C'est devenu une grosse industrie. L'entreprise italienne connaît ce que l'on peut considérer comme son apogée sportive en 2022, réussissant l'exploit d'obtenir son 18e titre de champion du monde Superbike, mais aussi 15 ans après le premier, son 2e titre en Grand Prix. Aujourd'hui, Ducati, ça fait partie du groupe Volkswagen, donc c'est un groupe énorme. Ça peut donner de la sécurité, ça peut être une chance pour beaucoup de choses. Mais il faut faire attention parce que c'est peut-être aussi un limite, non? Je suis un peu préoccupé pour tout ce qui est le futur de l'automobile sur l'électricité et sur la moto. C'est très différent, surtout pour Ducati. Je crois que dans 50 ans, les motos seront électriques. Oui, c'est certain. Je n'ai aucun doute à ce sujet. On peut argumenter sur le fait qu'elles seront plus rapides que des thermiques, ce qui est une très forte probabilité. Et assurément, oui, d'ici là, elles seront électriques. En réalité, le directeur général de Ducati sait que l'échéance est nettement plus proche. La Ducati électrique roule déjà. Reste à savoir si elle sera capable de créer une émotion singulière et de garder l'âme originelle du constructeur.